C'est incroyable. Je n'imaginais pas que ça me ferait cheminer à ce point. Je vais te dire même pire, regarde mes notes, il y a encore une fois rien, juste Rambam. Ce podcast m'a permis de cheminer. La recherche du bonheur va dans le fait de donner un sens, même dans la souffrance. Le bonheur, c'est-à-dire l'état primordial pour pouvoir être créatif. Quelle différence entre la joie et le bonheur? Est-ce que le bonheur est possible si tu n'as pas fait les guérisons de base nécessaires? Good morning. Ça va, Mickaël? Ça va et toi? Ouais, ça va, superbe. Bon, pour la petite anecdote, on a failli ne pas être dispo ce matin, parce que moi je me suis trompé, j'ai réservé pour ce soir. Et il n'y a pas que ça, c'est que normalement on ne devait pas être là, tu ne devais pas être là. Ah ouais, en plus je devais pas être là. Exactement. Ouais, on se retrouve à nouveau à Dubaï. Ouais. Tu sais quoi? C'est extraordinaire, parce qu'on va attaquer direct. Le sujet d'aujourd'hui, à la recherche du bonheur, comme dirait l'autre. Exactement. C'est ça. Hein, un film magnifique à la recherche du bonheur. Un film magnifique. Et effectivement, voilà, on a lancé le flux. C'est que normalement, j'aurais pas dû être là. Hier, je vais à l'aéroport. Je me retrouve tranquillement, superbe, tout se passe super bien. Et puis, dernier checking, donner les passeports à la douane avant de ne plus pouvoir faire machine arrière. Et la machine ne marche pas, on m'envoie au truc normal humain, parce qu'à Dubaï, c'est très électronique, hein, il n'y a presque pas d'humain. Et là, il me dit, oui, tout avec un grand sourire, tu vas au bureau au fond. J'y vais, mais sans me poser aucune question. Je me dis juste, bon, voilà, évidemment, passeport passe pas pour X ou Y raison. Et là, on me dit, non, tu restes, il te manque un truc, t'es bloqué. Il te faut ce document, si tu l'as, c'est bon, si tu l'as pas, tu peux pas voyager. Et je me rends compte que suite à, comment dirais-je, mon ultime anglais pratiqué, il est tellement parfait, j'ai pas compris un petit truc dans le détail et je peux pas repartir. Donc on est là. Alors, la synchronicité et la similitude de notre situation, moi je n'étais pas à l'aéroport, mais je suis un peu bloqué pour les mêmes raisons, pour les questions de visa. Voilà. Et donc on en est au même point, toi et moi. Donc, pour un problème administratif. Un problème administratif, et je pense que la vie a beaucoup d'humour. Voilà. Hein, elle a beaucoup d'humour de nous mettre exactement bloqués dans la même situation, le même jour. Moi, j'étais chez moi et je me rends compte qu'on vit la même chose. Donc du coup, tu me dis, viens, on enregistre un nouveau podcast. Ouais, exactement. Et alors, on avait déjà trouvé le sujet, parce que la dernière fois, dans le dernier enregistrement, tu as parlé du sac des poètes disparus. Oui, un c'est film exact. magnifique. Ouais, j'avais oublié. Ouais, exact. Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment le sujet qui est traité dans ce film, c'est le bonheur, à travers un prisme particulier. Très précis, oui. Le prisme de Carpe Diem. Carpe Diem, ouais. Et moi, Carpe Diem, le bonheur à travers Carpe Diem, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est la mauvaise piste pour être heureux. Je vais le dire simplement. En gros, Carpe Diem, qu'est-ce que c'est? Carpe Diem, c'est vivre le moment présent. Oui. Donc c'est sors de ton contexte, mets-le de côté et vis le moment présent. Et donc vivre un moment présent, c'est le vivre sous un moment de grâce finalement et accéder à cette grâce au moment présent. Et c'est très beau, je trouve sur le papier c'est magnifique. Mais la réalité, c'est que quand tu arrives à te mettre dans ce moment de grâce, d'un point de vue méditatif, avec une connexion peut-être transcendantale, tu peux très vite être attrapé par ta facture que tu n'as pas payée. Et je pense que cette définition, en fait, du bonheur, elle est quasiment inexploitable pour tout à chacun, parce que la vie te renvoie à les difficultés, et si tu vas réussir à oublier pendant 10 minutes ou même une demi-journée la facture que tu n'arrives pas à payer, le lendemain matin, tu vas la voir posée sur la table, et ton carpe diem, c'est fini. Là, tu as envoyé tout de suite du lourd. Ok. Moi, il est 9h08, je suis peut-être pas prêt. Non, ce qu'il faut dire, en général, on traite un sujet, on s'est parlé un petit peu avant, on s'est dit tiens, ce sujet il est sympa, faudrait qu'on le creuse. On prépare jamais véritablement, mais là-dessus, on n'a rien dit du tout et on envoie un sujet monumental. Alors je fais une petite parenthèse, juste avant je t'ai dit, je pense que le bonheur, c'est un des sujets les plus difficiles peut-être avec l'amour. C'est ça. Ça fait partie des 2 sujets les plus complexes à traiter, c'est très difficile d'y répondre. Sinon, par exemple, sur l'amour, on ferait pas des poésies, des films et des chansons depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Si c'était un sujet simple, si on pouvait y répondre par une seule phrase. Et le bonheur, c'est un sujet aussi complexe. Voilà, mais par contre, on peut essayer d'y réfléchir. Exactement. Avec tous ceux qui nous écoutent aussi, évidemment. Voilà. Si ça peut aider à trouver un début de réponse, ça serait magnifique. Pourquoi je dis ça? Parce que hier soir, quand même, on est rentré tard. On est parti dîner, etc. Et après les péripéties de la journée, on était bien fatigués. Mais je me suis quand même un petit peu posé sur mon ordi. J'ai pris quelques notes, j'ai commencé à réfléchir un peu. Et je me suis rendu compte, de manière assez étonnante et intéressante, que les protagonistes que j'avais en tête n'ont pas forcément
la même définition eux-mêmes. Pourtant, ils sont dans le même courant. Je suis allé un peu plus loin, chercher par exemple ce que disait Nietzsche sur le bonheur et autres, et je me suis rendu compte, ou Freud aussi, et je me suis rendu compte qu'eux-mêmes n'ont pas la même définition. Mais oui, c'est un sujet tellement complexe. Voilà, tu vois, c'est hyper complexe. Exactement. Et ce qui est, pour revenir à notre petite introduction de ce qui a pu nous se passer en parallèle, à quasiment aux mêmes dates, sur des problématiques similaires liées au système de Dubaï, eh ben, j'ai envie de dire, quand ça s'est passé, moi, je suis à l'aéroport, voilà, je me dis, écoute, je regarde le douanier et je lui dis, mais qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Est-ce que j'ai une solution? Est-ce que je peux partir? Il me dit, non, il se met à rire, mais tu n'en as aucune. Tu vois, il me dit, ramène-moi ce que je t'ai demandé et tu pars sans problème. Mais tant que tu ne me l'as pas ramené, moi, je ne peux pas te laisser partir. Je me mets à rire et je me dis, bon, bah, je suis embarqué dans cette situation. J'ai deux solutions. Soit je vais me mettre dans une colère, c'est inadmissible, etc., sachant que je suis en chaise roulante parce que je me suis blessé. Et je vois, donc, le temps de régler ça, je vois qu'il y a un Américain qui passe, qui se retrouve, lui aussi, il comprend pas. Mais comment ça, je peux pas partir? Ça me tue de rire, en fait. Et je me dis, bon, ok, j'ai compris que c'est typique à Dubaï. Je vais faire ce qu'il faut. Je vais récupérer ce papier en 2-3 jours. J'espère. Le mec, 6 mois après. Tu connais ce film où le gars reste bloqué dans un aéroport? Ouais, bien sûr. Avec Tom Hanks. Tom Hanks, ouais, extraordinaire. J'espérais. Et en fait, je me mets à rire et je me dis, voilà, soit j'en fais une situation cata, ce qui est très possible. Parce que l'Américain, il n'était pas content. Et lui, il se met un peu à taper du poing, à dire non, ça n'existe pas qu'il faille un document pour sortir, etc. etc. Et donc, voilà, quoi. Moi, je décide de prendre ça à la rigolade. Et tout de suite après, bah, y a des petites portes qui s'ouvrent. Et je trouve déjà où aller. Et voilà. Et finalement, je me dis, bah, voilà, on va profiter de ce qui se présente sans se faire un drame. Quelle est la différence entre cet Américain qui le prend mal, qui se fâche avec un pouvoir, faut le dire, quasiment dictatorial. C'est une monarchie à Dubaï, masquée en démocratie, certes, mais c'est une monarchie quand même. On rigole pas, les lois sont très dures. Donc finalement, peut-être c'est ça aussi, la peur. Peut-être que moi, je me dis, attends, t'es pas chez toi, tu connais pas le système. Le type, il a un habit vert militaire, il fait un peu peur, même s'il est très beau, son costume d'agent. Fais pas le malin. On te demande un doc, va le chercher, ramène-le, c'est réglé, quoi. T'as perdu 3 jours, t'as perdu 3 jours. Et si c'est une semaine, c'est une semaine, tu vois ce que je veux dire? Donc finalement, ce changement de perception. L'état d'esprit. L'état d'esprit. Bah, la question, c'est, on va pas forcément y répondre aujourd'hui à la question du bonheur, mais qu'est-ce qui peut s'en rapprocher? Et c'est intéressant avec si tu veux, ces deux points de vue, le point de vue de l'Américain et le tien. C'est que finalement, toi... Et le tien, tu peux rajouter ta perception à toi, parce que toi, en parallèle, sans être à l'aéroport, tu vis quelque chose de similaire. Exactement. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression de vivre le supplice chinois avec ma femme, parce que c'est une situation qui dure depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on est bloqué depuis longtemps. Et donc, du coup, c'est quand on apprend qu'on ne va pas avoir le déblocage administratif rapidement, on s'enfonce un peu. Émotionnellement, j'entends. Émotionnellement, bien sûr. Émotionnellement, ouais. Donc, très intéressant, cette notion d'émotion. Voilà, exactement. Donc, finalement, est-ce que le bonheur, pour s'en rapprocher, il ne faut pas accepter ce que tu as fait, c'est-à-dire le jeu avec la vie. C'est-à-dire que l'Américain s'offusque, l'Américain se bloque et s'oppose, et toi, tu te dis, OK, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et donc, finalement, la différence, peut-être, c'est que plutôt que de voir la vie comme... des éléments, des expériences positives et des expériences négatives qui, comme ça, s'accumulent et s'additionnent, finalement, à chaque fois que tu reçois quelque chose, une expérience qui a priori est négative, tu te dis, OK, pourquoi je l'ai vécu et comment je vais rebondir avec ça? Et tu m'as donné l'exemple du flipper que je vais te laisser, qui est un très bon exemple. Ouais, effectivement. Avant ça, je vais te dire quelque chose parce que ça m'a fait un flash tout de suite. Moi, j'ai fait dans ma vie un cours de cinéma. C'était à l'école. Alors toi, tu peux nous dire exactement quel est ton métier précis? Alors moi, je suis dans la production audiovisuelle en France. Production audiovisuelle, voilà. Ouais. Donc tu connais ça. Moi, je ne connais pas. Mais j'ai fait un cours à l'école. Tu sais, comme on fait un cours de dessin ou autre, j'ai fait un cours de cinéma. Et je me souviens d'une chose, c'est qu'on nous avait fait dessiner différents plans pour connaître c'est quoi les plans au cinéma, le gros plan, le plan proche, etc. Je me rappelle, il fallait dessiner les yeux. Et il y avait un plan qui m'avait intéressé et intrigué. C'était le plan éloigné. Là où la caméra, elle recule, le plan large, et on voit toute la scène. Et finalement, lorsqu'on regarde la vie, en fait, et qu'on prend ce plan cinématographique où on éloigne la caméra, c'est la seule chose que je me rappelle du cours, avec le gros plan et le plan large. Mais c'est intéressant justement que tu viennes que de ça. Voilà. Ça veut dire que c'est sans doute la dimension symbolique qui t'a marqué. Exactement. Et quand tu regardes le plan large, en fait, on passe notre temps dans ce monde à décider des choses.
On décide le métier qu'on veut faire, on veut décider la famille qu'on veut avoir. Souvent, on veut corriger la famille qu'on a eue. On décide à peu près tout. Où on va en vacances, la voiture qu'on va acheter, la marque du téléphone, etc., etc. Et au final, à un moment donné, ce chemin, il se finit, qu'on le veuille ou non. Il se finit et on laisse tous nos choix ici. Quand je dis choix matériel de vie, qu'est-ce qu'on emmène avec nous? En fait, on n'en sait rien, réellement. Qu'est-ce qu'on laisse? C'est les souvenirs émotionnels. C'est la joie qu'on a apportée, c'est la tristesse qu'on a pu générer, etc., etc. Et donc, finalement, cette addition de choix qu'on a eu le sentiment d'avoir pris n'a pas autant d'importance que cela, il me semble. Si on prend l'exemple le plus évident, c'est l'argent, d'accord? Tu peux avoir des Picsou, des montagnes d'oseille, tu pars, tu le laisses là. Le coffre, il ne va pas l'emmener avec lui, d'accord? Donc finalement, tes montres, tes voitures, tout ce qui est matériel, tu le laisses ici. Et j'ai envie de mettre dedans aussi les choix que tu as faits, les choix de vacances, de lieux de vacances. C'est moins matériel, mais ça reste matériel, tu les laisses aussi. Est-ce que finalement, l'objectif n'est pas d'être plus à l'écoute de ce que la vie te propose pour qu'il y ait une rencontre? Je veux dire, prenons un mariage. Si tu forces une femme, ça s'appelle un viol. Ça ne s'appelle plus un mariage. Et si tu ne vas pas jusqu'au viol et que tu la forces à se marier avec toi et tu la forces à t'aimer et tu la forces par exemple en l'achetant, financièrement parlant, tu ne peux pas acheter son amour. Il y a quelque chose d'immatériel que tu ne peux pas acheter. Par contre, la vraie belle relation du mariage, et quand je dis mariage symboliquement, c'est pas forcément le contrat à la mairie, etc., ça on s'en fout, c'est la relation gagnant-gagnant. C'est là où elle te suit, donc tu vas être à l'écoute de ce qu'elle te propose. Et si elle te dit ce soir je veux manger un steak et tu dis non, moi c'est pizza, c'est plus une relation gagnant-gagnant. Mais par contre, si tu dis attends, tu sais que ce resto, bon, nous on mélange pas le lait et la viande, mais ce soir faisons pizza et demain faisons viande par exemple. Ou bien allez, tu sais quoi, c'est vrai que j'ai mangé un super truc hier, vas-y j'y vais avec toi. C'est ça qui nous enrichit. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'on ne peut pas forcer la vie. Parce que du coup, tu fais le rapprochement avec le mariage. Tu dis on ne peut pas forcer quelqu'un pour le mariage. Mais en fait, j'imagine que tu parles de la vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer la vie par nos décisions et par nos choix. Donc, ça veut dire que la vie, de toute façon, ne va pas nous écouter tel quel et nous obéir tel quel. Elle va nous renvoyer, comme dans un jeu de ping-pong, où tu l'avais dit, un jeu de flipper, autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie la balle, elle nous renvoie la balle d'une manière forcément qu'on n'a pas prévue pour nous vivre l'expérience dont on a besoin. Et est-ce que le bonheur, finalement, c'est pas d'accepter ce jeu de ping-pong entre la vie? Alors, je vais répondre pour l'exemple du flipper, mais avant ça, je vais quand même préciser une chose. Il est évident que lorsqu'on regarde les médias sociaux, les réseaux sociaux et un peu tout notre entourage, on a le sentiment que oui, on peut forcer. On nous donne ce sentiment-là. Tu écoutes des hommes d'entreprise, des entrepreneurs, des politiciens. Tu écoutes un Alain Delon, par exemple, le mec qui a décidé tout dans sa life au final. Mais moi, quand je regarde, sans vouloir le juger, je ne le connais pas, ce type-là. Alain Delon dit qu'il n'a jamais été heureux. Voilà, j'y arrivais. Je ne le connais pas. Je vais juger juste ce qu'on m'a renvoyé comme image médiatique. Je vois un gars qui est mort seul, qui dit qu'il n'a jamais été heureux, qui dit qu'il a été riche parce qu'il a eu 2 amis et que son père lui a dit qu'il serait riche avec un seul ami, il en a eu 2. Ok, c'est cool. C'est joli quand même, puisque le type, des millions, il a dû en faire, des millions d'euros. Et il parle de richesse avec l'amitié. C'est intéressant. Encore, bon, il avait 50 ans à ce moment-là. Je ne sais pas ce qu'il pense de la richesse, de l'amitié à la fin de sa vie. Voilà, il s'entoure de chiens. Ce sont ces chiens qui sont importants. J'adore les chiens, il n'y a aucun souci. Mais finalement, il faut bien quand même dire que j'ai le sentiment qu'on nous envoie une image erronée. Et pour finir avec l'histoire du flipper, effectivement, déjà, j'ai jamais pensé à ça. Tu me le fais penser maintenant. Le flipper, c'est pas un jeu horizontal. Il est en pente. Évidemment, pour que la bille, elle puisse toujours redescendre. Et puis finalement, notre rôle, il me semble, c'est on a 2 palettes, à droite et à gauche. Ça rejoint un peu une de nos vidéos sur le chemin, la voiture droite-gauche, où tu peux aller. Tu vois, on peut envoyer la balle et on doit l'envoyer, sinon on a perdu la partie. On doit toujours la renvoyer. Par contre, le parcours qu'elle prend, quand elle touche un emplacement où il y a plein de points, tu es très content. Et tu as envie qu'elle aille là-bas où elle est coincée, qu'elle rebondit pendant 2 heures avec plein de gains. Par contre, quand elle tombe à côté où il y a moins de gains, tu n'es pas content. Mais ce chemin-là, tu ne le choisis pas. Alors, il y a plusieurs choses dans les 2 algorithmes que tu as choisis. Il faudra aller plus loin sur Alain Delon, mais sur le flipper, c'est très intéressant. Parce que finalement, quand tu tapes avec, je ne sais pas comment on appelle le truc, quand tu joues, palette, on va dire. Quand tu tapes avec la palette au flipper, tu peux être satisfait de la balle là où elle va et tu peux être déçu. Oh,
Je vois où tu veux en venir. C'est beau, ça. Mais le problème, c'est quand tu décides d'arrêter de jouer. Tu es tellement déçu que tu arrêtes de jouer et c'est là qu'il y a la très grande souffrance. Donc en fait, tu peux gérer ta frustration quand la balle ne va pas où elle veut. Donc ça veut dire peut-être le bonheur, c'est apprendre à gérer sa frustration. Mais cette frustration, si elle atteint une certaine limite et que la coupe est pleine, c'est là que tu t'enfonces dans le malheur et dans une forme d'involution, une forme de destruction. Alors, tu vois, tu dis un truc tout de suite, je le dois à ma chérie, qui m'en a parlé ce matin. Victor Frankl en parle, exactement ça. Il dit que finalement, pour lui, la recherche du bonheur, ou la quête du bonheur, va dans le fait de donner un sens, même dans la souffrance. Même quand on est en souffrance. Parce que tu dis, j'abandonne la partie, mais ça veut dire que la souffrance que tu reçois est telle que ça te fait perdre ton sens. Et donc, ça veut dire que finalement, c'est continuer d'accepter de jouer, en remettant du sens, en acceptant de retaper la balle. Et finalement, ce jeu-là, c'est accepter le jeu de la vie. Et peut-être que le bonheur, il est dans cette forme d'acceptation du jeu de la vie tel qu'il est. C'est-à-dire, je renvoie la balle me la renvoie, je ne sais pas comment elle va être envoyée. Parfois, je vais être frustré, parfois, je vais être heureux. Mais par contre, je renvoie toujours la balle. Et de toute façon, quand je donne mon Alors, mon qu'est-ce coup qu'on avec la veut palette, dire par renvoyer la balle ? ça veut dire que j'accepte d'interagir avec la vie. C'est-à-dire que quoi que la vie m'en renvoie, quelle que soit la direction de la balle que je reçois, j'accepte de relancer la balle, quoi qu'il arrive. J'interagis. C'est-à-dire qu'en fait, ce flux, on est deux, en fait. On est nous avec la vie. Et donc, si on accepte ce jeu à deux, eh ben, peut-être qu'on peut accéder au bonheur, plutôt que de voir des éléments négatifs comme si la vie jouait contre nous. Alors, tu vois, c'est génial. Je n'avais pas du tout envisagé de rentrer dans ce thème-là. Mais moi non plus. Non, mais dans ce que je vais dire maintenant. Mais j'imagine que toi aussi, dans ce que tu es en train de dire là, c'est génial. C'est que les sections de la Torah qu'on est en train de lire ont un nom. D'accord ? Par exemple, celle qu'on lit, c'est Trouma. Donc, c'est le fait de prendre une partie pour reverser, etc. C'est extrêmement beau comment c'est écrit. C'est-à-dire que c'est écrit en fonction, chacun va donner, mais en fonction de son cœur. Il n'y a pas une quantité dans cette section-là. Là où je veux en venir, c'est quoi ? C'est que en réalité, on est dans une partie de l'histoire qui est la suivante. On sort d'Égypte, donc on sort de l'étroitesse, on l'a dit, Mitzraïm, Metzar, l'étroitesse, etc. On a une proposition de la vie qui nous est donnée. D'accord ? Et ça, je ne vais plus parler des Hébreux, je vais parler de nous. Je vais faire un parallèle tout de suite. On est dans un moment d'étroitesse. Tiens, cette situation administrative. Exactement. On nous propose un plan. On nous dit maintenant, va falloir... Alors, on nous fait une proposition. La vie nous propose quelque chose. Il va falloir donner. Il va falloir qu'on donne quelque chose. Donner en fonction de notre largesse de cœur. Certains, ou largesse d'esprit aussi, tiens, c'est intéressant. Certains vont donner un peu, d'autres moyennement, d'autres beaucoup, etc., etc. Et ensuite, il y a un chemin qui va être emprunté. Pour arriver à quoi ? Pour arriver à une réception du sens de la vie que nous avons actuellement. Parce que, tu sais, ça me fait souvent penser, quand on meurt, on nous dit, alors moi je n'ai pas testé, je ne peux pas te le dire, on nous dit que quelques secondes, on voit toute notre vie. Maintenant, supposons que c'est un voyage qu'on peut faire et qu'on peut revenir facilement. Imaginons que dans chaque difficulté que nous rencontrons, on nous propose, en appuyant sur un bouton, de voir la big picture. Est-ce qu'on ne se sentirait pas totalement ridicule si on se rendait compte, et bien sûr, il y a beaucoup de si, de toutes les facettes, un peu l'effet papillon, de toutes les causalités qu'il y a eu, de toutes les conséquences que ça a généré et du bien que ça a pu apporter à plein d'hommes. Parce que j'imagine, par exemple, mon échange avec le douanier, peut-être qu'en le faisant rire et en voyant que moi, je rigolais, va savoir que le type, il n'est pas au bord d'une dépression, il n'a pas envie de tuer quelqu'un. Va savoir. Cet Américain, il a envie tous les jours des gars qui l'insultent, qui le provoquent, qui le machin. Et moi, je suis mort de rire. Va savoir que je n'ai pas offert involontairement, inconsciemment, un créditant à ce gars-là. Ce que tu viens de dire, ça me fait penser à notre dernier podcast sur le masculin et le féminin et le rôle de chacun à l'intérieur de nous. Je vous conseille d'aller le voir. Je vous conseille d'aller le voir. Ah oui, il faut le voir. Il faut le voir. C'est bien amusé, mais c'était fort de sens. C'était fort de sens. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a le parallèle. Dans ce que tu viens de dénoncer, je vois le parallèle. Donc, je refais une petite synthèse très rapidement. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, nous sommes composés de deux énergies, une énergie féminine et une énergie masculine. Des énergies complémentaires. Complémentaires. Là, tu parles de réception. Tu dis, je reçois finalement l'expérience. C'est notre partie féminine qui nous permet de recevoir l'expérience. Bien sûr. De la vivre au niveau émotionnel. C'est-à-dire que si je suis en colère, je suis en colère. Si, à la limite, lui, il aurait pu se dire, ok, je vais vivre ma colère. L'Américain, je te parle. Il aurait pu vivre sa colère. Et puis, en la vivant, en l'acceptant sans s'opposer à elle, il l'aurait peut-être dépassé. Et puis, sans doute qu'il serait venu
il serait venu, il aurait pu retaper dans la balle pour vivre une autre expérience. Exact. Donc il y a une idée de réception, j'accepte ce que la vie me propose, je vis l'émotion à travers mon féminin, et avec mon masculin, je suis capable de dire qu'est-ce que je vais en faire. Et oui, après, je fais un choix de ce que je vais en faire. Voilà, je vais jouer. Mais je voudrais rajouter une chose, tu me fais penser à un truc de dingue, parce que le féminin, forcément, on va parler de la matrice. Et la matrice, elle produit. C'est-à-dire que, matériellement parlant, elle prend la semence de l'homme, autant dire une micro-goutte, sachant que dans cette micro-goutte, c'est un micro qui va être sélectionné, et elle en fait un gamin de 4 kilos. C'est magnifique. Ouais. Ce qui veut dire que finalement, je vais réceptionner ce moment de la vie. Maintenant, c'est symbolique, je fais la parallèle. Qu'est-ce que j'en produis ? Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que j'en fais un trisomique, malheureusement, un chromosome qui a été déformé ? Est-ce que j'en fais un autiste ? Ou est-ce que j'en fais un super beau bébé, bien en bonne santé, qui sort impeccable, etc. etc. Tu vois ? Donc finalement, si on accepte nos deux dimensions, féminine qui reçoit et qui accepte de vivre l'émotion, et le masculin qui accepte de le diriger juste par cette micro-goutte, qui fait le choix, par cette intention d'en faire quelque chose de positif, et ben soit on a quelque chose de très positif, soit on peut avoir quelque chose de totalement détruit. Et finalement, ce jeu de la vie, c'est peut-être ça le bonheur, accepter ce jeu de la vie. Mais je voudrais faire un préambule, parce que c'est depuis tout à l'heure que je voudrais répondre sur quelque chose que tu as dit. Vas-y. C'est qu'en fait, ça, est-ce que c'est possible tout le temps ? Est-ce qu'il n'y a pas une condition première avant de pouvoir faire ça ? Je reprends l'exemple de Delon, c'est particulier, parce que je me suis intéressé au personnage. Moi, je me suis jamais intéressé à ce gars. Je sais pas ce qui s'est passé pour qu'il sorte là. Je vais reprendre une phrase qu'il a dite. Il a tout pour le bonheur, ce gars. En gros, il est célèbre. Sur le papier, il a tout. Il est riche, il est célèbre. En gros, dans les codes et les clichés. Voilà. Et ce que ça montre bien, c'est qu'en fait, il a tout pour le bonheur. Il est célèbre, il est beau, il est riche. Et pourtant, c'est quelqu'un qui dit qu'il est malheureux tout le temps. Voilà. Donc, c'est qui a tout pour être entouré humainement. Voilà. Donc, en fait, ça prouve que le bonheur n'est pas dans ces clichés-là. Et je trouve que c'est extrêmement important de le dire. Ça n'a rien à voir avec ce que la société, les codes de la société nous imposent. Et ces injonctions-là n'ont rien à voir avec le bonheur. Bien sûr. Et lui, il dit un truc. Il dit, moi, ce que j'aurais voulu, le truc qu'il aurait voulu dans sa vie, et c'est terrible ce qu'il a dit. J'ai entendu, il avait plus de 60 ans. Okay. Il dit, j'aurais voulu que mes parents ne se séparent pas. Waouh. C'est-à-dire qu'en fait, cet homme mature de 60 ans que je vois dire ça, il n'a pas guéri une blessure d'enfance. Ouais. Donc le bonheur, on en a parlé, peut-être qu'on a trouvé une définition qui nous convient et qui peut-être fonctionne, mais est-ce que le bonheur est possible si tu n'as pas fait les guérisons de base nécessaires pour pouvoir l'atteindre ? Lui n'a pas guéri la blessure d'enfant, et je ne sais pas si la définition du bonheur qu'on a donnée aurait pu le toucher, parce qu'il n'a pas fait les guérisons de base. Il n'a pas compris qu'il avait des choses à régler dans son enfance, le tikkun, en hébreu, la correction, pour pouvoir accéder à ce bonheur-là. Alors, il faut faire attention avec ce terme que tu as employé, tikkun, parce que j'ai lu une fois de la part du Rabbi Lubavitch dans un de ses échanges, et il disait à une personne donnée, donc on ne va pas en faire une généralité, mais quand même, c'est important, il disait que nous étions rentrés dans une génération où il n'y avait plus de tikkunim, il n'y avait plus de correction. Pourquoi je dis ça ? Parce que là, tu vois, tout de suite, évidemment, ça fait appel à ce dont on avait parlé. On a encore parlé sur un sujet personnel juste avant de rentrer. Les 10 commandements, la partie tu respecteras ton père et ta mère, qui est dans la partie divine, parce que justement, on demande à l'homme d'accepter, de réceptionner le fait que la vie qu'il va avoir, c'est-à-dire son lieu de naissance, les parents qu'il a eus, le père et la mère, les conséquences de cette famille, parfois ça peut être les guerres, trop d'amour aussi, ça peut être un problème, ça peut être handicapant. La fusion par exemple, avec un des deux parents, par exemple. C'est un vrai problème, etc. Ne sont que des armes qu'on te tend soit par la lame, soit par le manche, mais qu'une arme que tu vas devoir prendre et utiliser pour être la meilleure version de toi-même. Mais est-ce que le tikkun, c'est pas d'accepter ça ? Parce que la plupart sont en rejet de leur contexte initial. Et donc le tikkun, c'est justement de se dire ça, de se dire, ce contexte qui pas que j'estime avec ma tête, qui n'étant pas le plus favorable, comme par exemple la séparation de ses parents, est-ce que le tikkun, c'est pas justement de se dire, non, c'était parfait pour que je puisse être celui que je suis, et du coup, au bout d'un moment, être en paix avec ça et donc accéder tu as dit au le bonheur. Mot magique. Tu as dit le mot magique, c'est mon prénom en hébreu, Shalom. C'est être en paix. Être en paix, exactement. Et pour être en paix, je pense qu'il faut passer par une étape qui est primordiale. Je vais faire très attention en le disant, parce que j'ai peur. C'est le pardon. Le pardon. C'est plus que la correction, parce qu'il n'y a rien à corriger.
Les choix de tes parents sont les choix de tes parents. Les choix de tes frères et sœurs, j'ai même envie de dire les choix de tes enfants. Parce que la famille ne se finit pas aux parents et aux frères et sœurs que nous avons. Il y a aussi le choix de tes enfants. Tikkun, est-ce que c'est pas aussi le mot, on pourrait dire correction, mais peut-être guérison, et donc acceptation et donc paix. Ça reste assez proche. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais ce que je veux dire par là, moi, là où je veux en venir, c'est que dans Tikkun, il y a une notion d'action réparatrice, et que dans le pardon, il y a une sorte de laisser-aller, un double pardon. Ouais, un pardon de la vie, de m'avoir donné cela, et un pardon de soi-même, de vivre cela. C'est-à-dire que finalement, dans toute situation, et encore une fois, on reprend l'exemple, alors c'est un exemple ridicule, tu vas me dire, dans un aéroport, etc., il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui perdent une jambe, j'en sais rien, il y a des choses beaucoup plus graves. C'est un exemple de vie qui peut arriver à tout le monde. Qu'il faut prendre au niveau symbolique et non on pas peut là-dessus beaucoup s'énerver, donc c'est un exemple très intéressant. Et donc du coup, en fait, tu as la possibilité de rentrer dans l'action, d'accord ? Mais on est obligé de parler d'une chose, c'est la connaissance. Qu'est-ce que je sais du moment présent, pour rejoindre ton carpe diem. Parce que moi, le carpe diem, il ne me dérange pas autant que ça. La définition que tu en as donnée m'a pas totalement plu, parce que je le voyais autrement. Tu vois, vas-y. Je voyais finalement, non pas vivre le moment présent, ça voulait dire en fait relâcher la pression que je vis dans le moment présent pour agir. Parce que ça, c'est une notion que Maïmonide, le Rambam, donne. Tu sais qui était le Rambam ? Alors, du coup, dis-le pour nos interlocuteurs et rappelle-le-moi pour moi. Voilà. Donc, c'est un sage d'Israël qui a été médecin, d'accord, qui est né en Espagne, qui est décédé en Égypte. Très intéressant qu'il ait pu décéder dans l'endroit emblématique de l'étroitesse, comme quoi c'est pas le lieu qui fait les choses, et c'est pour ça que l'Égypte nous parle tous les jours, Mitzraïm. Et qui était donc un décisionnaire très important, si je ne dis pas de bêtises, au XIe siècle. D'accord ? Ce qu'il faut savoir sur le Rambam, c'est qu'aujourd'hui, c'est une référence. D'accord ? C'est vraiment quelqu'un de fondamental. Mais ça n'a pas été tout le temps comme ça. Ça a été au début de sa vie, les gens se sont opposés. Le peuple juif s'est opposé à sa vision, à sa proposition de beaucoup d'éléments. Et lui, il considère que on ne peut arriver vers une quête du bonheur que si on va dans une quête intellectuelle et morale de la connaissance. Si on ne comprend pas finalement où est-ce que la vie réside et qu'est-ce qu'elle attend un petit peu de nous, donc en mettant en place un code, il faut savoir qu'il a écrit par exemple le Mishneh Torah. Le Mishneh Torah, c'est une folie des lois juives. C'est un des livres les plus complets sur la loi juive. C'est intéressant qu'il se soit concentré sur la loi. Moi, je ne le vois pas comme un livre qui te dit le matin, tu dois faire telle loi positive, mais plutôt sur comment la vie fonctionne. Du coup, ce n'est pas une connaissance bibliothécaire, j'ai envie de dire. C'est une connaissance de la vie et de soi. Et finalement, c'est la même chose. Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu disais, on n'a pas préparé ce podcast. Ah non, pas du tout. Et par contre, ça nous permet donc à nous aussi de cheminer. Et donc, le cheminement qu'on est en train de prendre depuis le début, c'est finalement que le bonheur ne peut fonctionner que si on associe ce que nous sommes et la vie. Et ce que tu viens de me dire. Exactement. Voilà. Et il faut rajouter quand même une chose, c'est l'action. Et l'action. Parce que le Rambam, il est extrêmement précis là-dessus. Le Baal Shem Tov aussi, qui est le père de la Chassidoute, etc. Rabbi Israël Baal Shem Tov est aussi d'accord là-dessus. C'est que sans action, donc finalement, on tient le char de notre vie. Mais finalement, c'est le billard. C'est le flipper. C'est le flipper. Exactement. C'est-à-dire qu'on doit toujours renvoyer la balle. Exactement. Parce que sinon, si on n'est pas dans l'action, ça veut dire qu'on est dans le repli sur soi. On est dans le repli sur soi, et le repli sur soi, c'est une forme de mort. Parce que finalement, quand une personne fait un travail métro boulot dodo et que le soir, elle regarde Netflix, il n'y a plus aucune véritable action. Il y a juste une forme de robot. Le problème, c'est que la société d'aujourd'hui nous présente... c'est rigolo, je voyais un petit Instagram hier, très rapide, apparemment une sorte de moine bouddhiste, un truc comme ça, chef du karaté, là, enfin voilà, t'as compris. Et il dit, quelle est la société qui offre autant de temps à être en mesure d'être assis face à un écran que celle d'aujourd'hui. Et il rappelle une chose, il dit, ça existe depuis combien de temps ? Finalement, ceux qui semblaient être le plus heureux, et on le voit dans les peuplades les plus éloignées aujourd'hui, qui existent encore aujourd'hui, qui n'ont pas forcément l'électricité, etc.,
on te propose quoi? On te propose un schéma où les enfants doivent être en ultime sécurité, où tu fais attention à peu près à tout ce que tu avales, tout ce que tu vois, tout ce que tu penses, etc., etc. On te propose cela sous un modèle le plus confort possible, alors qu'en réalité, tu fais un petit voyage en Afrique ou en Inde, et tu vois des gamins qui manquent de tout, et qui ont le sourire aux lèvres jusqu'aux clavicules, et tu te demandes finalement... Où est cette définition du bonheur? Qui est le plus heureux? Celui qui est le gamin qui est capable de faire une crise comme on en voit tous les jours parce qu'il n'a pas l'iPad ou qui a l'iPad mais pas le petit dessin animé qu'il voulait ou le jeu ou n'importe, ou ce gosse qui a rien, qui fouille des poubelles et que dès qu'il retrouve ses copains, il est aux anges. Parce que est-ce qu'il n'y a pas une forme d'aliénation derrière un confort trop grand? Parce que finalement, on donne un confort, une sécurité trop grande, et il y a une forme d'aliénation qui va avec, parce que du coup, on bouge plus. On bouge plus, on est amorphe, on n'est plus capable d'être dans l'action, on n'est plus capable de se poser la question de savoir qui on est et puis sortir de cet état d'esclavage dont on a discuté. Ouais. Donc il y a ce jeu, finalement, un confort trop grand nous emmène dans une forme de fuite de notre libre arbitre, de fuite de notre capacité de jouer avec la vie. Et pour cela, en fait, c'est vraiment, encore une fois, c'est le yin et le yang. Il y a deux éléments, c'est le masculin et le féminin. Ça ne va pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire que je dois être en mesure de réceptionner, donc mon côté féminin, ce que la vie me propose. Exactement. Et de le vivre. Et de le vivre, exact. Et de l'accepter. Exactement. Et d'être en total schlimut, c'est-à-dire en paix, ça vient de shalom. C'est vraiment en situation de confort, tout en proposant, tout en agissant dedans. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que finalement, le masculin intervient dans l'action et elle propose son schéma. Comment ça se produit au niveau thoraïque? Ça se propose au niveau du verbe, donc verbaliser sa demande et agir. Ça ne peut pas aller l'un sans l'autre. Malgré qu'il y ait de la méditation, malgré qu'il y ait tout. Mais si, en fait, en réalité, la parole est déjà une action. La parole est une action, le verbe est créateur. Voilà, le verbe est créateur. Exactement. Donc, tu vois, est-ce que je suis obligé de raconter cette petite histoire? Enfin, c'est pas cette petite histoire, cette explication que j'ai trouvée. Est-ce que j'en ai déjà parlé? Tu m'arrêtes tout de suite sur l'histoire de Sarah, l'épouse d'Abraham, qui n'avait pas d'enfant à 90 ans. Est-ce que j'en ai parlé? Je ne crois pas non plus, mais je voulais quand même être certain. Tu connais l'histoire rapidement? Oui, donc en fait, elle est stérile au début. Il va faire un enfant avec sa femme de ménage. Sa servante. C'est pas sa femme de ménage, c'est sa servante. Il faut se remettre dans le contexte, c'est pour ça. Oui, servante, oui. Et du coup, à la fin de sa vie, elle va devenir... Pourquoi je dis ça? Parce qu'une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle était en mesure de conseiller à son épouse d'aller avec sa servante en général. Ça va se passer plus tard avec Jacob. Chacune de ces femmes, Léa et Rachel, ont chacune deux servantes, d'accord? En fait, ce sont, comme on pourrait voir dans un palais royal, celles qui sont à côté, et elle leur dit, voilà, moi, je ne peux pas en avoir, donc vas-y, etc. Donc, c'est vraiment en acceptation, et c'est un mode de vie totalement différent. Et à la fin, du coup, de sa vie, elle devient féconde, et il lui donne Isaac. D'accord, mais alors là, tu as sauté, toutes les étapes. Fait un raccourci énorme. Est-ce que tu te rappelles l'histoire avec les anges qui viennent voir Abraham? Non. Pas forcément. On reprend l'histoire très rapidement. Voilà. Donc Abraham découvre le Dieu unique, donc il va vers l'autre, c'est très important. Les portes sont ouvertes de sa maison H24, il veut faire prendre conscience de ce divin qu'il y a dans ce monde, que finalement on est le réceptacle d'une proposition et on doit agir, etc., etc. Le temps avance, Sarah ne donne absolument pas d'enfant, elle est complètement stérile. Elle a 90 ans quand une expérience va se présenter, c'est qu'il y a 3 hommes qui vont arriver sous sa tente. Le texte nous dit clairement que ce sont des anges. Donc ça, c'est aussi très intéressant parce que souvent, on cherche le miracle dans nos vies. Mais la Torah est claire là-dessus, c'est que l'ange habille l'être humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, tu peux croiser une personne et pour un instant, elle est habillée d'un ange qui a un message à te donner, qui va dire une parole, qui va te toucher, qui va t'interpeller, te marquer, même si c'est une bêtise. Pourquoi il m'a dit ça? Et il a disparu. Et c'est l'homme, tu peux le retrouver. Pourquoi il t'a dit ça? Je sais pas. Boum, terminé. Ok. Message divin. Message divin. Voilà. Comme toi, quand tu as fait ce cours et que ça a élargi le plan, tu disais tout à l'heure, finalement, c'était une forme, ça t'a marqué. Voilà. Et donc, un des hommes ange qui est sous sa tente, annonce à Abraham qu'il va avoir un fils. Le texte dit que Sarah a entendu ça et elle s'est mise à rire. Bon, là, si tu veux, il y a une histoire qui n'a ni queue ni tête pour moi. C'est que, je t'explique d'où vient ma réflexion. Dieu va dire à Abraham, pourquoi ta femme a rigolé? Abraham va venir chez elle lui dire, pourquoi t'as ri? Mais j'ai pas ri. Enfin, n'importe quoi, discours de sourd, presque.
son corps va se raffermir, sa poitrine va revenir comme une femme de 20 ans, sa matrice va se reconstruire et elle va donner naissance. Elle appellera son fils Yitzhak, qui est parce que j'ai ri, Tzrok, c'est le rire, j'ai ri, j'ai eu un enfant. Sauf que je me suis posé la question suivante, c'est comment, en fait, on peut donner le prénom d'une mauvaise expérience? Parce qu'a priori, il y a tellement de culpabilité dans ce qu'a fait Sarah. Pourquoi t'as rigolé? Qu'est-ce que tu sais? Etc. Et c'est le divin et machin. Moi, je l'ai vu totalement différemment. Et c'est tout récent que j'ai eu cette réflexion. Finalement, quand on regarde le nom de tous ceux qui ont été donnés, on peut prendre juste les Shvatim, donc les 12 enfants de Jacob. À chaque fois que Léa et Rachel ont un enfant, ils expliquent pourquoi Yosef, Rachel n'avait pas d'enfant. Dieu m'a ajouté quelque chose, Léosif, donc le verbe Joseph, c'est Yosef, c'est Léosif, il m'a ajouté, et donc il s'appelle Yosef, parce que je n'étais pas censé avoir d'enfant, il m'a donné un crédit temps, il m'a ajouté du temps, etc. Donc je l'appelle Yosef. À chaque fois, c'est un moment de bonheur. Réhouven, c'est pareil. Asher, c'est le bonheur. Osher, tu vois. Pareil, Léa n'arrivait plus. Il y a eu un moment où elle n'avait plus arrivé à avoir d'enfant. Il lui a redonné, il a dit, je suis une femme heureuse, je suis dans le bonheur, et j'appelle mon fils Asher. Ok. Aussi intéressant ce moment-là. Et puis je me dis, tiens, reprenons cette caméra, revenons sur ce plan large. Une femme de 90 ans qui n'arrive pas à avoir d'enfant, tu le disais toi-même avec notre ami Jonathan, que tes amis femmes de 40 ans et plus hurlent finalement, crient, ce cri du ventre, elles n'ont pas pu se marier, avoir des enfants, etc. Désespoir. Ça fait combien de temps qu'elle n'a pas connu le bonheur, cette Sarah? Ça fait combien de temps qu'elle n'a pas rigolé? Mais pas rigoler, ha ha ha, une bonne blague, ça, elle a du rire. Un rire profond qui vient sans explication, qui te remplit de joie. Et je dis en fait que ce qui se présente, c'est que Dieu va lui dire, il y a un enseignement. Pourquoi ta femme a ri? Va lui demander pourquoi elle a ri. Pas de culpabilisation, pas du tout. Comprends ce qui vient de se passer. Abraham réceptionne le truc, elle va voir sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Sarah lui dit, je sais pas. Je suis heureuse. Je suis plein de bonheur. Et là, on a quelque chose qui transcende l'ensemble. C'est que cette joie ultime qui fait que tout va revenir comme avant, va changer même son corps et lui offrir la possibilité d'enfanter. Et je crois qu'il y a quelque chose de très puissant là-dedans. C'est-à-dire que la quête de bonheur doit faire partie de nous. Se remplir de joie. Alors, j'ai fait une petite recherche et c'est précisément ce que j'ai sur le téléphone depuis tout à l'heure et que je n'ai pas encore eu le temps de lire, puisque je me suis pris quelques notes. Quelle différence entre la joie et le bonheur? Et je me suis rendu compte que certains disent que la joie, ça fait partie du bonheur, évidemment, mais c'est momentané. Le bonheur, c'est une condition acquise qui fait partie de nous, et d'autres inversent. Donc finalement, c'est la définition. C'est la définition qui va changer. Certains disent que c'est justement le bonheur qui est momentané et c'est la joie qui est pleine. On ne peut pas pratiquer, vivre même la Torah sans la joie. Ce qui est intéressant, ce que je vois dans le parcours de Sarah, c'est que finalement, tu restes connecté à la vie. Ouais. Rester connecté à la vie et accepter ce jeu de ping-pong de va-et-vient avec la vie, ça te permet d'être dans le bonheur, dans un état de bonheur. Ouais. C'est-à-dire, j'accepte le jeu de la vie, c'est-à-dire que je réceptionne l'expérience, je vis les émotions qu'elle m'envoie et j'accepte de prendre les décisions qui vont avec. Ça me permet de continuer à jouer et d'être dans le bonheur. Et quand la vie m'envoie quelque chose de positif, parce que c'est le moment, parce que j'ai fait le travail sur moi-même, et que du coup, il y a une réponse à ce que j'attendais, eh ben, je peux vivre la joie et ce rire presque qui venait des profondeurs de Sarah, parce que la vie a répondu positivement, parce que sans doute qu'elle a cheminé jusque-là. Exactement. Et donc finalement, il y a le bonheur et la joie, et la joie est inclue dans le bonheur. Ou totalement. Si on accepte de jouer ce jeu-là. Disons que tu sais, tu fais la gueule. Prenons un petit exemple tout simple. Tu fais la gueule, mais vraiment profondément. Il n'y a pas de question à se poser. On te sort une super bonne blague. Une blague que 99% des gens ne peuvent pas se retenir de rire. Si tu fais profondément la tête, tu peux pas rire à la blague. Du coup, il y a... Donc finalement, la joie, c'est, moi je le vois comme ça, des étincelles de bonheur que tu vas additionner et accepter. Alors évidemment, la blague, c'est facile, mais ça peut être un sourire dans la rue. Ça peut être juste un sourire dans la rue. Mais ça veut dire que il y a un état de bonheur qui te permet de jouer avec la vie. Et dans cet état de bonheur, et ben du coup, il y a le prochain sujet de notre podcast, c'est que est-ce qu'il est possible d'être dans la création, donc que mes volontés
mes volontés imprègnent la matière pour pouvoir créer. En gros, est-ce que quand ma prière est entendue, est-ce que ma prière est entendue, peut être entendue, si je ne suis pas dans l'état de bonheur? Bah, c'est génial parce qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les sections de la Torah, on est actuellement, on a sorti d'Égypte, il y a une proposition de la vie qui est faite aux Hébreux. Voyez le divin, il est là. Je vous ai donné, j'ai parlé, j'ai tout fait, il y a eu les 10 commandements, il y a les plaies d'Égypte, tout est évident. Je l'avais déjà dit, je le reprécise, les plaies d'Égypte n'étaient visibles qu'à ceux qui voulaient les voir. Sous-entendu, nous, dans notre quotidien, si on veut voir le miracle, aussi petit soit-il, il va falloir qu'on soit attentif. Et donc la proposition est faite et les Hébreux n'y arrivent pas. Ils le refusent quelque part, parce que je pense qu'il y a une question de choix. Je prends un exemple très simple. La manne dans le désert, il est écrit qu'il y avait la ration nécessaire à chaque homme chaque jour. Le samedi, il n'y avait pas de ration. Et donc le vendredi, il y en avait double. Pour autant, chaque jour, il y en avait qui prenaient plus, n'y croyaient pas. Et le vendredi, ils prenaient comme il fallait. Conséquence de cela, chaque vendredi, la ration était de plus en plus loin à aller chercher. D'accord ? En fait, il y a une cause à effet. Donc, si on n'accepte pas que ce monde, à mon sens, ça n'engage que moi, si on n'accepte pas que ce monde a des codes à respecter, on ne peut pas être dans le réceptacle. Je vais te dire, sincèrement, c'est le seul exemple qui me vient, parce qu'on a donné ça, masculin, féminin, mais si je veux procréer et que je mets ça dans un mouchoir, ça ne marche pas. C'est tout, c'est comme ça, il y a un code, il faut une matrice. Et c'est vrai que les personnes qui sont négatives, on voit bien, on l'observe tous, on connaît tous des personnes négatives, elles attirent le négatif. Potentiellement, ouais. Elles attirent quand même, elles s'enferment souvent dans de plus en plus de problèmes. Et donc, alors je fais un parallèle avec... Non mais c'est très très beau, excuse-moi, je te laisse continuer, une parenthèse, c'est marqué une mitzvah entraîne une mitzvah, une avéra entraîne une avéra. Une bonne action, donc le positif, entraîne le positif, une bonne action, la mauvaise action, le négatif, entraîne le négatif. Continue. Ben justement, c'est que j'ai vu, il y a une étude qui a été faite sur les gens qui ont atteint une forme de succès et qui sont dans le bonheur. Ils ont vu leurs caractéristiques. Il n'y a pas grand-chose. Ce sont les gens qui sont plutôt positifs et qui ont une forme de stabilité émotionnelle. Tu as tout dit, c'est-à-dire que l'intellect dirige. Exactement. Donc ça veut dire je déborde bas, je ne laisse pas mes émotions me diriger. Exactement. Par contre, j'accepte de les vivre. Voilà. Donc ça veut dire que peut-être le bonheur, c'est l'état primordial, c'est-à-dire l'état primordial pour pouvoir être créatif. Parce qu'on parle de gens, dans cette étude, c'est des gens qui étaient créatifs, qui avaient des sociétés, qui étaient entrepreneurs. Donc l'état de bonheur, artistes, voilà. Qui produisent. Exactement. Donc c'est-à-dire qu'ils sont dans un état de bonheur, donc c'est-à-dire je vois, j'accepte ce que la vie me propose, je le vis, et j'accepte de jouer avec, et je suis créatif à partir de là. C'est ma matière. Et du coup, je peux proposer ce que je suis au monde, et donc je deviens visible, je deviens artiste, je deviens entrepreneur, et donc je deviens créatif. Ouais. Et du coup, après, il y a la force de la volonté du masculin qui permet de dire, voilà, moi, je souhaite ça, je souhaite vivre ça et produire ça. Et dans ce contexte de bonheur, ça peut se propager dans la matière. Voilà. Et je voudrais finir, finalement, avec l'histoire. C'est que les Hébreux ne sont pas réceptifs à cela. Et qu'est-ce que ordonne le divin à Moïse ? Il lui dit, ils vont construire le tabernacle. Ils vont devoir le construire. Moi, je le vois comment ? Bon, c'est un bâtiment, etc. Je l'ai vu sur ton site, tu reprends le temple de Jérusalem. Et moi, j'ai toujours vu ça comme un corps humain. Tu vois, mais moi, dans la symbolique la plus forte, ce que j'observe, c'est qu'ils étaient dans un moment de grâce. Et je reprends ton terme du début, ce moment de grâce. Ils sortent de l'esclavage, ils traversent, ils sont nourris, logés, blanchis. On dit que leurs vêtements ne s'abîmaient pas, il n'y avait pas besoin d'aller aux toilettes, etc., etc. Donc c'était le bonheur. Ils se retrouvent à bosser, à devoir construire un bâtiment. C'est-à-dire que quand je ne suis pas dans la réceptivité de la vie, je me retrouve à devoir travailler pour comprendre le message. Ce qui est totalement ridicule. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il ne faut... en dehors du moment de grâce, c'est un état d'esprit. Finalement, ce moment de grâce, ce qui permet ce carpe diem dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qui permet de le prolonger, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit qu'en fait... je joue avec la vie, nous sommes deux, et je suis capable de recevoir. Je joue sérieusement, je joue sérieusement. Bien sûr, je joue sérieusement. Non, parce qu'on peut imaginer que le type commence à te prendre de manière non, parce qu'au contraire, il faut volage, légère, etc. Au contraire, il faut de la maturité. Tout, hein. Il faut beaucoup de maturité. Ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est un jeu d'adulte, c'est-à-dire de maturité. On peut conserver notre côté enfant, bien sûr, pour être toujours étonné de la vie, tout ça. Mais c'est un jeu d'adulte avec la maturité, avec le libre arbitre dont on a parlé. C'est-à-dire j'accepte les conséquences de mes choix et j'accepte que la vie va me répondre d'une manière que je n'avais pas forcément anticipée. Alors tu as dit c'est un jeu d'adulte,
Moi, j'ai observé quelque chose. Et je pense que ça va te parler. Moi, j'ai 2 enfants, tu as aussi une petite fille. On a souvent l'impression, enfin, on a souvent l'habitude de dire que oui, c'est un enfant, attention, tu sais, il fait ci, il fait ça, il agit. Mais finalement, le bébé ou le jeune enfant, ta fille est beaucoup plus jeune que mes enfants, donc du coup, tu vas peut-être même mieux percevoir ce que je viens de dire, mais est la plus proche de la situation de grâce qu'elle connaissait dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire qu'elle a le plus grand souvenir de cela. Finalement, elle intervient dans un moment où elle entre dans un monde où on lui donne des nouveaux codes et elle doit interagir à ça. Et moi, je pars du principe comme ça, je propose cette réflexion. Je me dis, imaginons que les enfants se souviennent à la perfection de l'état dans lequel ils étaient, seulement ils n'ont pas le verbe. Déjà, ils parlent très peu, et même quand ils parlent mal. Il suffit de voir un enfant en général, il pleure quand il veut quelque chose, parce qu'il ne sait pas comment le demander. Et quand tu as trouvé par une addition de questions, l'enfant se calme. Tu vois, ah, c'est le vélo que tu voulais, c'est le repas que tu veux finir, tu sais, etc. C'est la voiture où tu veux aller. L'enfant va se calmer. Donc, j'ai le sentiment que l'enfant propose constamment un retour, non pas à sa situation dans le ventre, mais à l'équilibre parfait. Moi, je ne veux pas forcément recevoir cet amour, aller au parc d'attractions, aller dormir, puisque j'ai connu un état. Et j'écoutais il y a quelques jours un podcast par mon épouse qui écoute ça, enfin indirectement je l'écoutais, et elle disait, nous quand on fait le bain du bébé, on le fait dans un lange. On baigne le bébé dans le lange. Pourquoi ? Parce que pendant des mois, il était serré dans le ventre de sa mère, et donc du coup, tout d'un coup, on lui offre, c'est comme quelqu'un qui a vécu dans un studio de 6 mètres carrés, et pendant 40 ans, et tout d'un coup, on l'installe à Versailles. Ça peut être... Ça perd de sens. Le bébé, il perd le sens. Et doucement, doucement, on va lui étendre le lange, etc., jusqu'à lui offrir ce confort. Mais doucement, doucement. Alors, c'est très intéressant parce que un jeune bébé, comme par exemple l'âge de ma fille, elle est dans le jeu avec la vie. Elle veut toujours interagir avec la vie. Et elle découvre. Et elle découvre. Donc là, elle est parfaitement dans une forme de bonheur. Donc là, elle est dans un rapport au bonheur qui est sain, contrairement à l'adulte qui arrête, qui ne veut plus, au contraire, jouer avec la vie, qui veut plutôt s'enfermer, accepter l'enfermement. Donc elle est dans cette interaction qui est juste, mais par contre, elle n'a pas encore de libre arbitre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable encore de savoir ce qui est bon pour elle de ce qui ne l'est pas. Un exemple très simple, si ma fille, je lui laisse le choix de manger ce qu'elle veut, elle mangera que des chips et des gâteaux. Elle n'est pas capable de comprendre qu'il y a des choses qui sont plus saines, qu'il faut être initié à des choses plus saines et qu'il y a des conséquences à ses choix. Et donc finalement, si on associe les deux... Si on associe les deux, c'est-à-dire l'enfant qui, lui, n'a qu'une seule envie, c'est d'interagir avec la vie, avec la maturité de l'adulte qui est capable d'exercer son libre arbitre, c'est-à-dire de comprendre qu'il y a des conséquences à ses choix, et bien finalement, on a la définition du bonheur et de la vie, du jeu juste avec la vie. En ajoutant quand même une petite chose, encore, toujours par rapport à cet enfant, c'est qu'il y a quand même un paramètre à prendre en compte, c'est l'ouverture à la découverte. Tu restes en découverte tout le temps. Parce que tu dis, elle ne décide pas, elle ne sait pas ce qui est bon pour elle, par exemple. Oui, pour les choses matérielles, mais peut-être qu'en gardant en souvenir, dans cette hypothèse que j'ai proposée, qu'elle se souvienne, elle veut revenir à ce qui était bon pour elle. Parce qu'on donne toujours cette comparaison entre les Hébreux dans le désert et l'enfant dans le ventre de sa mère. L'enfant, il est nourri, logé, blanchi. Les Hébreux, c'était pareil. C'est un moment suspendu. Et tout d'un coup... ça intervient. Et il y a cette peur de changement. Alors, justement, ce qui est intéressant dans ce que tu dis... Tu sais qu'on est parti pour 4 heures. Là. Mais c'est parce qu'à chaque fois, on rebondit. À chaque fois, je me dis, bon, est-ce que c'est la fin du podcast ou pas là, mais oui, mais non, en fait, on aurait pu conclure 10 fois déjà. Mais du coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est qu'en fait, c'est le périmètre. Le périmètre de l'enfant, dans le ventre de la mère, est petit. Et l'éducation permet, une fois que le bébé est sorti du ventre, d'ouvrir ce périmètre. C'est-à-dire que pour que le jeu soit de plus en plus grand. Quand tu dis périmètre physique, petit ? Les deux. Le périmètre d'expérimentation. Ouais. Donc, le périmètre d'expérimentation... mais il n'en a pas conscience. Il n'en a pas conscience. Donc, nous, en tant que parents, on doit l'amener à avoir un périmètre de plus en plus grand et à toujours l'ouvrir. Sauf qu'il y a quelque chose qui se passe, à mon avis, à partir de l'adolescence. Il y a peut-être déjà le commencement d'un repli sur soi, avec les premières frustrations, et que le périmètre se restreint. Mais finalement, si les parents continuent d'ouvrir le périmètre constamment, le périmètre du jeu, à la fin, peut être la planète Terre. Imaginons, j'ouvre le périmètre de mon enfant qui va passer du lange au petit toboggan, au grand toboggan, au parc d'attractions. Ouais. À la fin, quand il va devenir adulte, il va exercer son libre arbitre.
de plus en plus, avec un périmètre de Ouais, plus en mais plus moi, je vais grand, citer un et le grand- monde sera son terrain de jeu. Je vais citer un grand sage, énorme, Mary Poppins. Là, tu m'as eu, là. Je Tu t'ai m'as eu. accueilli. Tu m'as accueilli. Ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Exactement. Ce qui veut dire que ce périmètre Mm. terrestre, je pense à notre vie, c'est-à-dire que notre œil, c'est une terre, ce que nous offre la vision, mais notre esprit aussi. Finalement, ce périmètre, il peut être micro, Exactement. comme macro, je crois, c'est ça, Ouais. en très grand. Ouais. Voilà, très grand ou tout petit, c'est pas Exactement. important. Et on va conclure là-dessus. C'est ce que tu disais, l'état d'esprit. Finalement, dans quel état d'esprit nous sommes, à savoir si véritablement on est dans une prédisposition à accepter ce qui nous est proposé et dans un jeu gagnant-gagnant pour nous aussi apporter notre pierre à l'édifice. Exactement. Eh ben, écoute, j'ai rien à rajouter. J'ai rien à rajouter. Magnifique. Et merci beaucoup, Charles. Allez, au plaisir. Donc, le prochain sujet, la création. La Allez, capacité à c'est être parti. créateur. Eh ben, on va faire ça cet après-midi. Ouais, la création. La Allez, création. abonnez-vous, suivez-nous, partagez. C'est parti. À bientôt.